Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence de la semaine du cerveau. Nous souhaitions remercier le lycée Pierre de Fermat, là où nous devions réaliser cette conférence. Nous espérons pouvoir le faire l'année prochaine. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Rachel Debs, qui est neurologue au CHU de Purpan. Bonne conférence à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc ce soir aborder certains événements qui peuvent survenir au cours de la nuit et notamment au niveau du sommeil, en parlant de ce qu'on appelle dans le langage scientifique les parasomnies. Et nous allons donc aborder des choses dont vous avez dû déjà, auxquelles vous avez dû être confrontés, à savoir le somnambulisme, pour aller jusqu'à des événements un peu plus rares, mais tout aussi intéressants, qu'on peut qualifier de rêves agités ou encore de troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc, comme cela vous a été mentionné, je suis neurologue, spécialiste dans le sommeil, à la fois de l'adulte et de l'enfant. Et je vous propose donc de démarrer cette immersion dans le sommeil en abordant tout d'abord des rappels sur la structure du sommeil et ce dont on appelle donc la physiologie du sommeil. Tout d'abord, même si c'est une porte ouverte que nous allons enfoncer, pour vous rappeler que l'être humain est un animal diurne, que nous avons une activité en journée et que la nuit, nous sommes programmés pour dormir. Il est difficile à l'heure actuelle de comprendre que ce n'est pas du temps perdu et qu'il convient de respecter ses besoins fondamentaux en respectant notre rythme qui nous est propre. Alors, ceci est important pour comprendre après pourquoi certaines manifestations vont survenir au cours de la nuit. Et de façon à ce que nous ayons un langage commun, je vous propose d'avoir quelques notions donc, sur ce sommeil. L'élément important à retenir, c'est que le sommeil est individuel. Bon nombre de consultations sont fondées sur le fait qu'un patient va être gêné par son conjoint ou sa conjointe et qu'il est difficile d'accommoder nos différents rythmes. Et ce sommeil est génétiquement programmé. Vous allez naître court ou long dormeur. Et pour savoir quelle durée de sommeil il faut savoir au bout de 15 jours de vacances environ, combien d'heures de sommeil vous allez dormir, quel que soit le rythme, que ce soit un endormissement tardif ou un endormissement précoce, et à quelle heure vous vous levez le matin. Un autre élément à savoir, c'est qu'on est également programmé pour être du soir ou du matin, et certains questionnaires comme celui de Horn-Herzberg vous permettent de savoir de quelle typologie, comme on dit, vous êtes. L'élément également important est de savoir qu'avec l'âge, il va être plus difficile de ne pas respecter son propre rythme et donc de modifier l'horloge chronobiologique. Le sommeil est un processus qui est extrêmement complexe et qui se matérialise, qui se réalise au niveau du cerveau. Vous voyez sur ce schéma que de nombreux noyaux situés au niveau du tronc cérébral, cette partie qui est ici, sont impliqués et vont rayonner vers le cortex. Ce mécanisme est extrêmement complexe et à ce jour, même si on a un certain nombre d'éléments qui nous sont connus, il y a bon nombre d'éléments qui sont compliqués pour comprendre le mécanisme, les mécanismes en tout cas, qui régissent le sommeil. Et ce qui fait que contrairement à toutes les idées reçues qu'on peut avoir, notamment à l'heure actuelle, dans cette période difficile de contexte sanitaire, on ne peut pas s'endormir sur commande comme sur un bouton. Il y a tout un mécanisme à se mettre en place pour pouvoir s'endormir. Pour aller plus loin encore dans les mécanismes moteurs qui peuvent se passer la nuit, il faut savoir que notre rythme de sommeil est fondé sur l'alternance de cycles qui est représentée ici sous la forme d'un hypnogramme. Vous avez ici marqué sur la gauche SP pour sommeil paradoxal, veille, et SL pour sommeil lent. Ce même sommeil lent étant décomposé en sommeil de stade 1, 2 et stade 3, qui est le sommeil lent profond. La répartition des différents stades de sommeil, comme vous le voyez sur ce schéma, va se modifier au cours de la nuit, avec plus de sommeil lent profond en début de nuit et plus de sommeil de rêve en fin de nuit. Ce qui veut donc dire qu'en fonction du moment de la nuit où vont arriver certains événements moteurs, on pourra mieux caractériser les troubles. L'autre élément à voir, c'est que ces cycles vont s'enchaîner au cours de la nuit et que ces cycles d'1 heure et demie à 2 heures
vont être séparés un certain nombre de fois de petits éveils qui expliquent que certaines personnes vont pouvoir marquer les éveils au cours de la nuit. La répartition des différents stades de sommeil que je vous ai mentionnés est la suivante, à savoir très peu de sommeil de stade 1 qui est surtout l'endormissement, une proportion plus importante de sommeil de stade 2, encore un peu moins de sommeil de stade 3 qui représente 25%, qui est le fameux sommeil lent profond, et enfin 20% de sommeil paradoxal. Ici, je vous ai représenté par les flèches les fameuses distinctions entre les cycles où en général les patients vont présenter des éveils plus ou moins marqués. Alors, quelles sont les fonctions de ces différents types de sommeil? Le sommeil lent est considéré comme un ralentissement global de l'organisme où vous allez avoir un ralentissement des fréquences cardiaques et respiratoires, une baisse de la tension artérielle, une diminution de votre température corporelle sous forme d'une hypothermie, associée à une chute du tonus musculaire qui se fait de manière progressive et des mouvements oculaires lents à l'endormissement. Les fonctions de ce sommeil lent sont multiples et vont être extrêmement importantes, notamment chez l'enfant, à savoir que les cellules vont restaurer leur énergie à cette échelle, qu'il va y avoir tous les mécanismes de régulation de la température, les mécanismes de croissance et notamment la libération de l'hormone de croissance, d'où l'importance de ce sommeil lent profond en début de nuit chez l'enfant, et également le rôle dans les processus immunitaires, ainsi que dans la mémoire procédurale, cette mémoire qui vous fait apprendre par exemple comment apprendre à faire du vélo, à nager ou encore à skier. Si on doit regarder sur un électroencéphalogramme ce que ça donne, ici vous avez l'activité cérébrale du cerveau qui va être représentée par une activité ici rapide. Ici, vous avez le tonus musculaire qui est présent sans être de manière, qui est présent de manière normale, et vous avez des mouvements au niveau des yeux potentiellement. En allant vers le sommeil, vous allez avoir un ralentissement de cette activité cérébrale sous forme d'un sommeil de stade 1, puis le sommeil de stade 2 avec des figures physiologiques qu'on appelle complexe K et fuseau, pour aller vers le fameux sommeil lent profond assez caricatural, puisque vous avez une proportion d'ondes lentes extrêmement importante que vous pouvez voir ici. Le sommeil paradoxal, ou encore appelé REM pour Rapid Eye Movement en anglais, est constitué d'une activité cérébrale qui avait fait suggérer dans les années 60 à Jouvet qu'il pouvait s'agir de veille, mais il s'agissait en fait d'une activité cérébrale proche de la veille avec une atonie, c'est-à-dire l'absence complète de tonus cérébral, associés à des mouvements oculaires rapides. Ce sont ces mouvements oculaires rapides qui ont fait que les anglo-saxons ont plutôt appelé ce sommeil REM pour Rapid Eye Movement. Et nous, le caractère paradoxal était retenu du fait qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un cerveau éveillé, mais le fait qu'il n'y ait pas de tonus musculaire a fait retenir plutôt le fait qu'il s'agissait de sommeil. À l'inverse du sommeil lent profond qui est extrêmement stable et régulier, vous allez avoir des mouvements oculaires extrêmement rapides, des contractions musculaires qui peuvent arriver de manière très brève, mais peu importante, sachant que principalement, il n'y a pas de mouvement musculaire. Vous avez une grande variabilité cardiaque ainsi que respiratoire, ce qui fait que c'est pendant ce stade de sommeil que vous allez avoir des troubles du rythme et potentiellement des apnées, qu'elles soient centrales, comme vous l'avez mentionné ici, ou encore obstructives, le syndrome d'apnée du sommeil, dont on entend beaucoup parler. En parallèle de cette instabilité cardiovasculaire, vous allez également avoir des élévations de la tension artérielle. Ce sommeil paradoxal est principalement régi par l'imagerie de rêve, mais également la maturation du système nerveux central, puisque la proportion de ce sommeil paradoxal chez l'enfant, et notamment chez le nouveau-né, va représenter la moitié de la nuit, ce qui fait une proportion extrêmement importante et plus importante que celle que je vous avais mentionnée chez adulte, où c'était plutôt de 20%. L'élément important de ce sommeil paradoxal, c'est qu'il va jouer un rôle dans la régulation des émotions, et ça va être important pour la suite, comme vous allez le voir, ce qui fait que quelqu'un qui potentiellement est déprimé va voir ce sommeil paradoxal augmenter de manière importante et être franchement au-delà des 20% du sommeil au cours de la nuit. Je vous ai mentionné sur cette diapositive les expériences initiales de Jouvet et de ses collaborateurs qui a enregistré et filmé les nouveau-nés qui s'endorment et qui présentent à l'endormissement, contrairement à l'adulte, du sommeil paradoxal.
et qui vont exprimer des émotions. Et il semble que ceci soit une reprogrammation génétique de comportement que la personne présentera par la suite. Donc un rôle vraiment important au niveau émotionnel. Si on doit regarder sur nos enregistrements ce que cela donne, vous ai mentionné sur le premier rond rouge ici en haut l'enregistrement du tonus musculaire qui est absent, contrairement à ce que je vous avais pu montrer sur les diapositives précédentes, et l'activité cérébrale qui est ici mixte, qui se rapproche de la veille sans en être tout à fait. Ici, cerclé de rouge, les mouvements oculaires qui sont extrêmement rapides, qui sont caractéristiques de cette phase de sommeil, mais qui ne correspondent pas à un moment où le patient va regarder une scène, par exemple, au cours de son rêve. Il s'agit en fait de libération de réflexes au niveau du tronc cérébral. Alors, pour avoir encore des éléments supplémentaires pour comprendre ce sommeil, il faut savoir comment est-ce qu'il se régule. Et il s'agit en gros de deux mécanismes qui vont aider à cette régulation. Ce modèle à deux processus de régulation a été décrit au début des années 80 par Borbély et il est constitué en fait d'un modèle qui est l'équivalent d'une pile ou d'un sablier, c'est-à-dire que pour bien dormir, il va falloir avoir une pression de sommeil suffisante, ce qu'on appelle le processus S. Et à côté, vous allez avoir l'horloge interne, le processus C ou encore circadien. Je vous parlerai de manière brève du processus ultradien, juste pour vous donner quelques notions, parce que c'est quand même intéressant, surtout en ces temps où on dort difficilement. Alors, pour ce qui est de la pression de sommeil, plus l'éveil se prolonge au cours de la journée, plus vous allez rester éveillé et plus vous allez ressentir par l'accumulation d'adénosine au niveau cérébral une pression de sommeil que nous allons matérialiser en fait sur l'électroencéphalogramme par une augmentation de l'importance de l'amplitude des ondes lentes et de leur fréquence. Et donc, plus la quantité de sommeil lent profond augmentera. Ce qui fait sur un enregistrement de sommeil, nous pouvons dire si un individu est en dette ou non de sommeil. Malheureusement, ce qu'on explique à beaucoup de patients, c'est que le crédit de sommeil est impossible et on est soit à flot, soit en dette de sommeil. À côté de ce mécanisme de pression, donc comme une pile, c'est-à-dire pour bien m'endormir le soir, il faut que j'ai vidé mes batteries ou que j'ai accumulé en tout cas des signaux de fatigue, nous avons une horloge qui va réguler le sommeil. Et l'élément clé de cette horloge est situé au niveau d'une petite glande cérébrale qu'on appelle l'épiphyse, qui est mentionnée ici par la flèche bleue. Et c'est à ce niveau que va être produit la fameuse mélatonine dont on parle beaucoup. Celle-ci va être libérée uniquement en l'absence de lumière, que vous voyez ici au cours de la nuit. Je ferme les yeux, mes récepteurs au niveau de la rétine ne reçoivent plus d'informations et vont donc permettre la libération de mélatonine. Si je mets une lumière bleue, par exemple, en regard de la rétine, je vais bloquer la libération de cette mélatonine et donc maintenir l'éveil. C'est ce auquel on est confronté régulièrement avec les modifications des comportements, surtout chez les jeunes générations à l'heure actuelle. À côté de cette mélatonine, vous avez un certain nombre de synchroniseurs qu'on appelle Seidberger qui permettent de donner des marqueurs de temps en fait à l'horloge, à savoir la lumière naturelle, comme je vous ai mentionné, la température. Pour pouvoir bien s'endormir, il ne faut pas qu'il fasse plus de 19 degrés dans une chambre. L'exercice physique qu'on fait en journée, parce que je vous disais, nous sommes des animaux diurnes. Les interactions sociales, le rythme des repas et éventuellement la prise des médicaments. En cette période que nous traversons, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être perturbés par un confinement, comme le fait de ne pas être exposé à la lumière naturelle, de rester enfermé à une température constante, de limiter son activité physique, ses interactions sociales et de ne plus avoir du tout de rythme au niveau des repas. À côté de ces deux processus de régulation du sommeil dont je vous ai parlé, donc l'un qui est une pression de sommeil et l'autre qui est l'horloge, vous avez un rythme de survie qui se fonde sur par cette courbe rouge que vous voyez ici, qui est une alternance très régulière toutes les heures et demie environ de la vigilance et qui fait que si vous êtes suffisamment dans le lâcher-prise, vous pouvez repérer ces moments-là et vous endormir pour avoir une sieste brève d'un quart d'heure et récupérer. C'est ce qu'on appelle, nous, les portes du sommeil qui permettent aux gens de fractionner leurs besoins de sommeil sur les 24 heures et avoir un rythme ultradien, comme peuvent l'avoir les navigateurs solitaires.
Il s'agit d'un mode de survie qui ne peut pas tenir sur le long terme, mais qui permet en tout cas chez les gens qui sont longs dormeurs, qui sont en dette, d'arriver à récupérer. Juste pour vous montrer nos techniques d'exploration du sommeil, voici en gros les capteurs qui sont placés sur un patient pour pouvoir enregistrer son sommeil. Vous voyez un certain nombre de capteurs au niveau du scalp, au niveau du menton. On va rajouter des capteurs respiratoires. On le fait également chez l'enfant. On a les capteurs qui sont adaptés et avec une surveillance en unité qui permet de remettre les capteurs si jamais on bouge, comme vous allez voir dans les enregistrements qui vous seront exposés par la suite. Et voici un exemple d'enregistrement, en tout cas les traces que nous avons, nous, de votre enregistrement de sommeil, auquel on va compléter par la vidéo, et vous allez voir par la suite ce que ça donne. Après ces rappels donc, de physiologie, c'est-à-dire de fonctionnement standard du sommeil, nous allons donc aborder le sujet de ce soir, à savoir les parasomnies. Alors, qu'est-ce qu'une parasomnie? Il s'agit d'un comportement moteur au cours de la nuit qui peut être d'intensité variable. Il peut s'agir de somniloquie, c'est-à-dire uniquement de parler au cours de la nuit, d'avoir des sursauts, ou ce qu'on appelle des twitches musculaires, qui peuvent aller jusqu'à un comportement moteur simple, juste s'asseoir dans le lit, ou des comportements moteurs complexes, que je vais vous illustrer par la suite. Il ne va pas y avoir systématiquement de conscience de ces manifestations, ça dépend à quel moment cela survient au cours de la nuit, et ça dépend aussi si l'on réveille ou pas la personne qui va présenter ces comportements à ce moment-là. À nouveau, pour bien pouvoir les caractériser, il va falloir les replacer sur le fameux hypnogramme que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir que si celles-ci surviennent au moment de l'endormissement, on en distingue deux types qui sont les myoclonies ou les rythmies, les deux n'étant pas considérés comme pathologiques et ne relevant pas d'un traitement particulier. Vous avez par la suite, en première partie de nuit, là où on a beaucoup de sommeil lent profond, les parasomnies du sommeil lent profond, ici décrites en bleu, à savoir le somnambulisme, les terreurs nocturnes, les éveils confusionnels, et qui surviennent donc quand on a ce fameux sommeil en glande qui est le sommeil lent profond. Et vous avez en fin de nuit les cauchemars et les troubles du comportement sommeil paradoxal, pendant donc la phase caractéristique de fin de nuit du sommeil paradoxal. Il peut y avoir en toute fin de nuit des paralysies du sommeil, mais que volontairement je n'ai pas illustré ici. Alors, nous allons aborder les parasomnies du sommeil lent profond, qui sont donc des troubles de l'éveil. La prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui vont en présenter, est de 1 à 6%. Ça, c'est parmi l'ensemble de la population, mais ça débute surtout dans l'enfance. Et chez l'enfant, on estime qu'un quart de ceux-ci présenteront au moins une manifestation comme ça au cours de l'enfance. 2 à 4% de celles-ci vont persister à l'âge adulte. Et chez, vous voyez, un nombre très faible de personnes adultes, soit 0,6%, elles vont survenir de novo. Il y a le plus souvent une prédisposition génétique d'ordre familial qui favorise ces manifestations, avec des facteurs favorisants et qui sont ceux qui augmentent ou qui vont fragmenter ce même sommeil lent profond dont je vous ai parlé précédemment. À savoir, si vous avez bien retenu, pour avoir plus de sommeil lent profond, il faut être en dette de sommeil. Donc, les privations de sommeil vont favoriser ces manifestations. Ce qui va fragmenter le sommeil, ce sont les traitements psychotropes, alors ce qu'on appelle les fameuses benzodiazépines, comme par exemple les Zomil, le Xanax et principalement les somnifères. Dans le même registre, vous avez les alcoolisations aiguës. La prise d'alcool va favoriser les éveils, le stress de la même façon et éventuellement l'exposition tardive aux écrans. Le plus souvent, comme il s'agit de parasomnie du sommeil lent profond, ces manifestations surviennent en première partie de nuit et ça peut vous permettre de caractériser ce type de manifestation motrice. Sur notre électroencéphalogramme, comme je vous l'ai montré, nous avons des ondes lentes qui vont devenir hypersynchrones, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment survenir de manière concomitante, quel que soit l'endroit sur le scalp où on va les enregistrer. On distingue trois types de parasomnie du sommeil lent profond, à savoir l'éveil confusionnel, qui est une manifestation de faible composante motrice et végétative, souvent un peu longue, où le patient va se mettre assis dans le lit et parle. Vous avez le somnambulisme, où là, il y a une déambulation. Ce sont des comportements le plus souvent simples, où la personne va se mettre à marcher, à déambuler, et moins souvent vers des manifestations motrices complexes. Et enfin, vous avez les terreurs nocturnes,
qui se présente comme un patient qui a peur, qui crie, qui sont plutôt courtes, avec des buts brutales, et des manifestations dysautonomiques associées, à savoir des patients qui vont avoir des tachycardies, qui vont être en sueur, pâles, dans le lit, avec souvent, pour ce qui est des enfants, les parents qui croient que c'est un cauchemar, sans qu'il y ait vraiment d'imagerie mentale associée. Voici un exemple de manifestation. Et là, vous allez voir qu'il va présenter un éveil où il va explorer. Des manifestations qui sont assez souvent dans le même registre, comme je vous disais, avec un patient qui a tendance à s'asseoir dans le lit et à explorer l'espace. Donc, imaginez-vous que ce patient est dans le noir, il a une caméra infrarouge qui le filme, mais il est dans le noir complet, il n'y a absolument aucune lumière qui filtre. Et le plus souvent, les patients se recouchent calmement. Ils n'ont pas forcément conscience de tout ce qui s'est passé au cours de la nuit. Sur le matin, ils vont pouvoir vous dire qu'ils pensent avoir fait quelque chose, mais ils n'est pas capable de vous dire précisément ce qu'il en est. Les éveils confusionnels sont plus fréquents chez l'adulte que chez l'enfant, avec une conscience partielle souvent de ce qui s'est passé. Alors la vidéo suivante s'agit d'une dame qui a été explorée parce qu'elle a eu une dépression qui était violente au cours de la nuit. On cherchait à éliminer les pieds. Donc des manifestations plus violentes que ce que vous avez pu voir. Donc elle est bien en sommeil lent profond avec les fameuses ondes lentes dont je vous ai parlé, où vous voyez défiler sur votre gauche. Les grandes ondes vertes que vous allez voir, il s'agit d'artefacts. Et là, la patiente va se réveiller. Elle a une fréquence cardiaque qui s'accélère vraiment. Et elle va présenter des manifestations de ce type à 2 reprises chez nous, sachant que chez elle, il y avait des nuits où elle en présentait beaucoup. Donc, comme je vous le disais précédemment, ces parasomnies de sommeil lent profond surviennent chez les personnes qui sont principalement en dette de sommeil et qui ont un facteur qui va fragmenter le sommeil lent profond, comme peut être le stress, comme peut être la prise de médicaments ou encore d'alcool. Qu'est-ce qui va faire en fait que ces manifestations surviennent avec une conscience plus ou moins partielle ou non de celle-ci? Il s'avère que les équipes ont enregistré à la fois en SPECT, c'est-à-dire la scintigraphie cérébrale, mais également en stéréo-EEG, c'est-à-dire avec des électrodes placées en intracérébral, l'activité de ces manifestations du sommeil lent profond. Et ce qui a été mis en lumière par leurs études, dont je vous ai mis les références ici, c'est que les patients sont simultanément éveillés au niveau des zones motrices, des comportements moteurs, et endormis de la conscience, c'est la même et troubles de celle-ci. Et ce qu'on voit, c'est que dans les régions motrices, vous avez une activité rapide de la valine, de l'alpha, comme on dit, soit du encéphalogramme, dans ces régions motrices. Et à l'inverse, vous avez la phase d'activité de sommeil lent profond lente en nouvelle dans les contextes associatifs, le contexte frontoparietal et l'hippocampe, qui est donc la structure de la mémoire.
ce qui explique cette dissociation, cette disconnexion entre des zones qui vont être parfaitement éveillées et des zones endormies. Et si l'hippocampe est complètement endormi, vous n'aurez aucun souvenir de cette manifestation. Si en revanche, il ne va pas l'être complètement, vous pourrez avoir une conscience partielle, en tout cas un souvenir en partie de la manifestation motrice. Après avoir parlé donc des parasomnies du sommeil en profond, nous allons aborder ensemble les parasomnies du sommeil paradoxal, qui sont donc des manifestations motrices, cette fois-ci en fin de nuit. Comme je vous l'avais dit précédemment, le sommeil paradoxal est donc le sommeil de rêve avec cette activité mentale riche, onirique, qui au niveau de l'électrophysiologie a des caractéristiques bien précises, à savoir une activité cérébrale corticale rapide, proche de la veille, des mouvements oculaires qu'on qualifie donc de rapides, et donc une atonie, c'est-à-dire l'absence de possibilité en temps normal de bouger au cours des mouvements que vous pouvez faire lors du rêve. Ce qui fait que quelle que soit l'activité onirique que vous avez, vous ne bougerez absolument pas dans le lit. Dans les troubles du comportement en sommeil paradoxal, qu'on peut également appeler rêve agité, ou encore en anglais RBD pour REM Behavior Disorder, vous allez avoir une perte de cette atonie. C'est-à-dire que, alors qu'en temps normal, vous n'avez pas de mouvement au cours du sommeil de rêve, là, vous allez vous mettre à bouger avec le verrou donc, de cette atonie qui saute et qui fait que vous allez potentiellement avoir des gestes rapides, éventuellement violents. Voilà ce que ça donne sur d'autres formes d'enregistrement polysomnographique. Ici, à gauche, vous avez le sommeil paradoxal normal avec une activité électroencéphalographique que je vous dis proche de la veille. Ici, des mouvements oculaires rapides et un tonus ici enregistré qui est faible. Et lorsque vous avez ces comportements moteurs, vous avez la perte de l'atonie, donc la réapparition du tonus ici au niveau de cette flèche rouge, qui fait que vous allez à nouveau avoir des manifestations motrices. On sait produire ce type de manifestation chez le chat par une lésion du locus cereoleus, avec un chat qui va se mettre à nouveau à avoir des comportements oniriques quand on abîme cette lésion au niveau du tronc cérébral. Chez l'homme, on sait qu'en touchant ce noyau, et notamment chez le patient présentant une maladie de Parkinson, on va avoir des manifestations similaires. Voilà un peu ce que ça peut donner sur une vidéo. Alors ici, je ne vous ai pas mentionné la trace électroencéphalographique, mais il s'agit d'un patient dont je peux vous affirmer qu'il était en sommeil paradoxal et qui va se mettre à avoir ici principalement en fait de la parole. Attends, c'est pour Marika là? C'est des documents qui sont arrivés pour Marika? François? Ouais, Henri. Donc voilà ce type de manifestation qu'on peut avoir. Vous voyez qu'il y avait des mouvements qui étaient associés chez lui. Un autre exemple du même registre. Alors la précédente vidéo était une vidéo du docteur Achando avec laquelle je travaille. La suivante est une vidéo de Michel Thiberge, qui était le responsable de l'unité du sommeil avant moi. Il s'agit d'une personne d'un certain âge qui est consultée parce qu'elle s'était fait des fractures au cours de la nuit. À nouveau, croyez-moi sur parole, il s'agit de sommeil paradoxal. Quittez l'appareil. Bonjour. Et tu refais, toi. Il est parti, alors je veux savoir à qui il est. On te dit pas ça, toi? Et quelque part, c'est quand même. Ça va tout le monde? Vous avez le vent qui souffle là-haut? J'arrive. Mais t'es pas venu, moi. Et? Vous êtes pas malade, hein?
Alors, rien. Non, rien. Alors, Donc cette patiente était en sommeil paradoxal. Elle avait pu se fracturer une vertèbre au cours de manifestations violentes, un peu différentes de celle-ci, qui était plutôt calme et assez sympathique. Et elle n'avait que ça comme plainte. Elle était sous traitement antidépresseur parce qu'elle traversait une période un peu difficile de deuil. Et il s'avère donc qu'il s'agissait de troubles du comportement en sommeil paradoxal. Elle n'avait par ailleurs pas d'autres pathologies en tant que telles. Et cela pour vous introduire dans quel cadre s'inscrivent ce type de manifestation. Alors en fait, ces manifestations peuvent être simples de juste une contraction musculaire au cours du sommeil paradoxal, à des secousses occasionnelles avec une somniloquie, donc des paroles au cours de la nuit, jusqu'à des mouvements simples et des comportements moteurs plus ou moins complexes, comme vous avez vu là. Ça a été décrit initialement par Schenk et les équipes canadiennes, avec, vous voyez, un patient qui avait mis une corde à son lit pour éviter de tomber. Mais vous allez avoir des comportements qui peuvent être extrêmement violents, bien plus que ce que je vous ai montré jusque-là, et qui fait que souvent c'est le conjoint qui apporte le patient, qui nous l'amène en disant je reçois des coups au cours de la nuit. Donc voici le type de comportement violent que peuvent présenter les patients. Ici, c'est une vidéo du professeur Isabelle Arnulf de Paris. Donc ces manifestations sont le plus souvent violentes, le conduisent en fait à consulter, mais comme je vous ai montré précédemment avec cette petite dame de 81 ans, c'est pas forcément des comportements si violents. On peut avoir des patients qui se mettent à chanter, siffler, mais souvent il y a des comportements qui peuvent être violents. Alors, c'est une étude là qui était sur des patients qui ont une maladie de Parkinson, parce que je vais vous expliquer un peu souvent dans quel cadre ça s'intègre ce type de manifestation. Alors, les mouvements qui sont présentés, vous avez pu voir avec la petite dame âgée qu'il s'agissait de mouvements qui pouvaient être plus ou moins sympathiques, mais le plus souvent, il s'agit de comportements, de mouvements qui ne sont pas identiques à ceux qui ont une maladie de Parkinson. Ils sont saccadiques, qui peuvent être violents, qui ont été décrits un peu à la Chaplin. Mais ce sont des mouvements qui, lorsqu'on les trouve chez les patients avec une maladie de Parkinson, sont souvent plus fluides que ce qui n'est le cas lorsqu'il n'y a pas de maladie de Parkinson. Donc, un exemple ici de patient qui présente ce type de comportement au cours du sommeil, il a intégré de manière conjointe à une maladie de Parkinson, et vous allez voir la distinction entre le moment où le patient est éveillé, il y a des mouvements lents, donc en lien avec sa pathologie, et le moment où il rêve, et il va avoir des manifestations motrices plus rapides. Donc vous avez un patient là qui est éveillé, qui va avoir des mouvements lents dans le lit. À nouveau, on est capable de vous dire précisément s'ils sont éveillés ou pas avec l'enregistrement polysomnographique et notamment l'électroencéphalogramme. Et on peut vous dire par la suite précisément si le patient est en sommeil paradoxal, ce qui va arriver par la suite. Et vous allez voir que le mouvement n'est plus du même ordre, beaucoup plus rapide. Beaucoup plus violent. Et qu'effectivement, les conjoints vont dire que le mouvement s'est modifié par rapport à la situation lorsque le patient est éveillé. Donc, face à ces patients qui ont ce type de manifestation, il faut sécuriser le lit. Certains patients mettent le matelas au sol pour éviter de tomber. Nous, on supprime les antidépresseurs et on peut mettre des traitements que je vais mentionner ici. L'élément important, c'est surtout de les enregistrer pour mieux les caractériser.
Alors que dans le somnambulisme, souvent, on ne va pas enregistrer les patients. Dans le cas de ces troubles, il est important d'enregistrer et d'avoir un avis neurologique parce que, comme je vous l'ai mentionné et que vous avez pu comprendre, vraisemblablement, il y a une maladie neuroévolutive qui va se développer dans les suites. Alors effectivement, ces manifestations au cours du sommeil font partie des signes annonciateurs de maladies qu'on a appelées neurodégénératives et plutôt maintenant neuroévolutives, puisque ces manifestations sont en fait la porte d'entrée vers une accélération du vieillissement du cerveau. Longtemps, ces manifestations ont été qualifiées d'idiopathiques, c'est-à-dire qu'elles survenaient sans qu'il n'y ait de cause évidente à cela. Et puis, on s'est mis à regarder sur le long terme ces patients et on s'est rendu compte que ça précédait, parfois de longues années auparavant, le développement d'une maladie neurologique dite une synucléopathie. En gros, les maladies de Parkinson et apparentées, et ce, nombreuses années auparavant. Vous voyez que selon les études, on a pu évoquer 30 ans avant, même si ce chiffre-là peut paraître un peu élevé, ou ces manifestations peuvent apparaître de manière concomitante de signes moteurs de maladies neurologiques ou quelques années plus tard. Ici, je vous ai mentionné l'étude de Schenk, donc ce chercheur qui s'était intéressé au départ et qui voyait que, au bout d'un certain nombre de temps, 81% des patients qui suivaient depuis 1986 développaient une maladie neurologique, alors qu'au départ, on avait dit qu'ils étaient dits idiopathiques. Des études plus récentes sont intéressées à le temps qu'il fallait avant de développer une maladie neuroévolutive. Dans cette étude de 2015, il y avait 12 centres, donc avec des façons de screener les patients, de les recruter différentes. On avait 300 patients avec des RBD, donc ces fameux troubles du comportement sommeil paradoxal qui étaient qualifiés d'idiopathiques. Et près de 5 ans plus tard, un tiers avait développé une maladie neurodégénérative ou neuroévolutive qui était de 3 ordres, mentionnée ici sur le diagramme, à savoir pas tout à fait 50% une maladie de Parkinson, près de 50% une maladie cousine qui est la maladie à corps de Lévy et 7,5% une atrophie multisystématisée qui est une autre forme de maladie cousine de la maladie de Parkinson. Les éléments importants, c'est qu'on voyait ici sur cette diapositive, vous avez les RBD, dont les troubles du comportement sommeil paradoxal, qui vont se convertir vers une authentique maladie neuroévolutive, des autres qui ne convertissent pas. Donc ceux qui vont aller vers une maladie neuroévolutive sont en général plus âgés et on voit que le fait de ne pas utiliser d'insecticides, puisqu'on pense que c'est des éléments qui favorisent le développement de maladies Parkinson ou apparentées, a pu éviter de convertir vers une maladie neurologique en tant que telle. Alors finalement, ces patients qui ont ces troubles du comportement dits idiopathiques peuvent être qualifiés de, entre guillemets, pré-Parkinson au sens large. C'est-à-dire que ces patients, outre les troubles du sommeil, vont avoir des petits signes qui nous font dire que le cerveau a déjà des marqueurs, comme on dit, prémoteurs de maladies neurologiques. À savoir qu'ils ont un électroencéphalogramme qui, pour nous, est plus ralenti, une olfaction qui va être modifiée, alors de manière indépendante à ce qu'on traverse avec le Covid, une modification de la fixation de la dopamine au niveau striatal, qu'on peut voir ici sur ce qu'on appelle les DAT scans. Des troubles cognitifs légers, mais qui sont vraiment légers, à savoir des plaintes dans le fait de construire des diagrammes, par exemple, des petites anomalies dans la prise de décision, des anomalies de fixation cardiaque et enfin une somnolence excessive. Mais toutes ces petites manifestations vont pouvoir être traquées par le neurologue, mais vraiment en allant chercher en fait par des examens poussés, mais peuvent passer complètement inaperçus si on ne va pas les chercher. En regardant plus précisément ces patients avec des troubles du comportement en sommeil paradoxal et en comparant ceux qui ont développé des patients qui ont une maladie de Parkinson avec ces troubles, sans troubles du comportement en sommeil paradoxal ou versus des contrôles, ce dont on rend compte, c'est que ces patients parkinsoniens sont identiques en termes de sévérité de maladie, de traitement, de dépression, qu'il n'y a pas de différence sur le contenu des rêves. En gros, si vous avez des rêves agités, ils ne sont pas forcément plus violents et il n'y a pas de différence sur les polysomnographies. Mais en revanche, ce qui est étonnant, c'est que ces patients qui vont avoir des rêves violents, qui vont se battre au cours du sommeil, vont finalement être moins agressifs que les autres, comme si au cours de la nuit, ils avaient déchargé tout le contenu émotionnel de leur journée et qui étaient beaucoup moins agressifs.
À nouveau, une autre étude qui cherchait à regarder l'évolutivité de ces troubles du comportement dits idiopathiques, avec à nouveau toujours des signes qu'on cherchait plus finement, et on voit que à 7 ans et demi, les 2/3 des patients vont développer une maladie neurodégénérative. Et que le risque de développer des maladies neurodégénératives est fonction de l'âge, s'il existe des troubles de l'odorat, des anomalies de la vision des couleurs, et s'il y a des petits troubles moteurs légers. Et que lorsqu'on met en place un antidépresseur, le risque est souvent moins important. En tout cas, le fait de dépister ce type de troubles, ces rêves agités, pourrait permettre en fait de dépister des signes prémoteurs et par là développer des études de neuroprotection, c'est-à-dire intervenir avant des signes importants de maladies neurologiques pour modifier la pente évolutive de la maladie et par là améliorer dans la prise en charge future. Donc si je vous résume la situation, on a 2 grands types de parasomnie. Le somnambulisme, que les anglo-saxons appellent non-REM parasomnia pour des manifestations non liées au sommeil paradoxal, qui touche plutôt le sujet jeune, qui a souvent un terrain anxieux, avec un terrain génétique que je vous ai mentionné ici, et qui survient au cours du sommeil lent profond à ondes lentes. Et à côté, vous avez les troubles du comportement en sommeil paradoxal, ou RBD, qui survient chez les hommes de plus de 55 ans et qui sont un précurseur de maladies neuroévolutives de type synucléopathie. Mais le délai entre la survenue de ces troubles et le développement d'une maladie neurologique peut être extrêmement long. Pour ce qui est du somnambulisme, cette manifestation va disparaître avec l'âge, puisqu'en avançant en âge, votre sommeil lent profond va diminuer en quantité et en importance des ondes lentes. Ce sont des manifestations de début de nuit au cours du sommeil lent profond qu'on peut remarquer, nous, sur l'électroencéphalogramme par une hypersynchronie lente delta. Et pour lancer ou favoriser ce type de manifestation, il faut que le patient ait une augmentation de ce sommeil lent profond et un facteur déclenchant, un éveil, que ce soit l'anxiété et les benzodiazépines. Pour ce qui est des troubles du comportement en sommeil paradoxal, il s'agit de manifestations en fin de nuit. Vous avez une perte de l'atonine de celui-ci qui fait que le verrou est levé et que vous allez pouvoir vivre vos rêves, se mettre à avoir des rêves avec des manifestations motrices importantes. Ici, vous avez mentionné sur la gauche un patient au cours d'une crise de somnambulisme où vous voyez, il se met assis dans le lit, il explore avec sur l'électroencéphalogramme les fameuses ondes lentes. Et sur la droite, un patient qui lui a des troubles de comportement sommeil paradoxal avec des secousses beaucoup plus hachées, vous voyez, qui peuvent être beaucoup plus difficiles pour le conjoint. Donc, les parasomnies sont des manifestations motrices au cours du sommeil qu'on caractérise en fonction du stade du sommeil où elles occurrent. Le somnambulisme, c'est une affection qui est courante dans la population générale, notamment chez l'enfant, et on n'enregistre en général pas ces manifestations, sauf si on a des doutes sur l'origine de celles-ci. Les troubles du comportement en sommeil paradoxal sont en revanche des manifestations qu'on est amené à enregistrer parce qu'elles rentrent dans le cadre souvent de maladies neuroévolutives à un stade précoce. Mais qu'avec ces manifestations, on a un éclairage sur le fonctionnement cérébral et éventuellement des pistes de recherche possibles dans le cadre des maladies neuroévolutives telles que la maladie de Parkinson ou ces maladies apparentées. Pour terminer, juste une petite illustration de tout ce qu'on peut enregistrer, nous, au cours du sommeil. Avec ce jeune patient de 15 ans. Bella, sono bella. Donc, il s'agissait d'une parasomnie de sommeil lent profond. Les parents étaient très inquiets et pensaient qu'il y avait possiblement une épilepsie. Et vous voyez, il se met même à chanter au cours de la nuit.
Donc pour ceux qui n'avaient pas reconnu, il s'agit de Maître Gims. Donc si vous avez des questions, vous avez un certain nombre d'éléments que vous pouvez retrouver. Je vous ai mis des références par la suite. Je vous remercie de votre attention et je suis donc ouverte à vos questions. Et voici un certain nombre d'endroits où vous pouvez trouver des informations sur le sommeil bien construites, à savoir l'Institut national du sommeil et de la vigilance, le réseau Morphée, la SFRMS, et vous avez ici mes coordonnées au CHU de Toulouse. Merci beaucoup. Donc, nous avons le temps pour quelques questions. Donc, vous nous avez présenté l'effet du REM avec les maladies neurodégénératives. Est-ce qu'il y a des conséquences du somnambulisme au niveau physique, psychique, cognitif sur des patients plus jeunes Alors, concernant le somnambulisme, le plus souvent, il n'y a pas de manifestation, pas de conséquences, de ces manifestations, parce que c'est souvent un épisode isolé dans la nuit, qui est un marqueur d'anxiété, le plus souvent quand il survient de manière répétée. Et le plus souvent, d'ailleurs, on ne va pas mettre en place de médicaments, on va plutôt jouer sur les facteurs favorisants, à savoir la dette de sommeil, le terrain anxieux et ou des médicaments qui peuvent précipiter cela. Le plus souvent, il n'y a pas d'impact au niveau de la cognition. Il peut y avoir une fatigue, mais modérée, et qui ne doit pas justifier d'un traitement médicamenteux, mais plutôt d'un aménagement et essayer de limiter la dette de sommeil qui peut le favoriser. On a également une question pour savoir si, en fonction des différents types de somnambulisme, donc terreur nocturne, paralysie, etc., est-ce que chaque zone du cerveau impliquée a été identifiée pour chaque type de somnambulisme? Alors non, il n'y a pas de zone cérébrale en tant que telle. Comme je vous ai dit, le cortex moteur va, lui, s'éveiller et les aires associatives de la conscience, elles, vont être endormies. Il n'y a pas de zone spécifique si c'est un éveil confusionnel, si c'est un somnambulisme ou une terreur nocturne. En revanche, pour la terreur nocturne, vous allez avoir une activation du système nerveux autonome et une implication un peu forte de tous ces circuits-là au niveau cérébral à ce niveau-là. Mais les zones ne sont pas différentes. On ne le distingue pas en fonction de la zone cérébrale impliquée. Vous avez également expliqué que l'être humain était un être diurne. Est-ce qu'il existe des troubles du sommeil dans les pays proches des pôles, avec des changements de lumière importants? Alors oui, ce sont les pays nordiques qui sont intéressés en premier à cela, avec l'impact de la lumière sur le rythme. Et clairement, quand ils sont dans les zones qui sont proches des pôles, avec des nuits polaires avec très peu de lumière, ils savent qu'ils ont une augmentation du taux de dépression, modification de l'humeur et de consommation, notamment d'alcool. Et c'est pourquoi dans ces pays-là, ils ont développé assez rapidement les techniques, à mesure où on pouvait les avoir, de luminothérapie. Donc pour eux, ils savent très bien que la luminothérapie va avoir un effet sur l'humeur important, du même registre que les antidépresseurs en fait, donc non médicamenteux. Et à l'inverse, lorsque vous avez les journées qui sont longues, il peut y avoir un effet sur l'humeur un peu euphorisant, le fait d'avoir de la lumière en permanence et du coup de ne pas dormir. Donc vous allez avoir les deux effets inverses en fait sur l'humeur. On a pas mal de questions qui arrivent, mais on va pas pouvoir répondre à toutes. On peut répondre peut-être à une dernière, une sorte de légende. Est-ce qu'il faut réveiller les somnambules? Alors comme vous avez pu le voir, en fait, les somnambules, ils sont calmes lorsque ça survient. Donc, hormis la terreur nocturne, mais c'est qui est bien particulier. Et il suffit juste de les ramener dans leur lit si jamais ils ont déambulé pour les remettre dans leur lit. Le fait de les réveiller, en fait, fait qu'ils vont prendre conscience de ce qui se passe et potentiellement, ça va alimenter leur terrain anxieux. Donc, il vaut mieux les prendre calmement par l'épaule, les ramener dans le lit, mais surtout pas essayer de les réveiller pour qu'ils prennent conscience. Sinon, ça va alimenter potentiellement les crises futures. D'où le fait qu'on ne les réveille pas. Un autre élément aussi, c'est que si vous réveillez quelqu'un qui est en mode automatique, par exemple dans les escaliers, quand il va se réveiller, il ne va pas du tout savoir où il est. Alors qu'en mode automatique, il fonctionne, il descend et il remonte les escaliers. Et si vous le réveillez, il ne va pas comprendre où est-ce qu'il est, potentiellement, il peut se blesser. Peut-être une dernière question à propos des signaux d'alerte. Quand est-ce que l'on commence à parler de pathologie?
ou d'un sommeil normal mais qui est perturbé de façon classique sans conséquence? Alors, par rapport aux troubles du sommeil, le plus souvent, c'est quand le patient il a des conséquences sur la journée de la qualité de son sommeil ou qui se blesse, par exemple la nuit, comme j'ai pu vous présenter. On se rend compte en enregistrant les patients que certains ont de manière objective un sommeil qui n'est pas de qualité sensationnelle, mais qui pour autant n'ont pas de plainte. Et à l'inverse, des patients qui ont un sommeil plutôt de bonne qualité sur les enregistrements, mais qui ont des plaintes plus importantes. Et on va donc se fonder sur l'importance de la plainte, le retentissement pour traiter ou pas quelqu'un. On va respecter quelqu'un qui ne se plaint pas, on ne va pas forcément le traiter. Merci beaucoup, docteur. On va s'arrêter là. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous et bonne soirée.